Bonjour Philippe. Bonjour Clément. Ravi de te retrouver pour ce troisième épisode du Point Éco. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une problématique qui passionne, la hausse de la dette publique dans le monde et ce que cela traduit. Alors que le FMI a récemment indiqué que la dette publique mondiale pourrait atteindre 100% du PIB d'ici 2029, un seuil sans précédent, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Quels sont les enjeux critiques que cela soulève pour nos économies? Pour commencer, peux-tu nous donner un aperçu de l'état actuel de la dette publique mondiale et ce qu'implique globalement un tel niveau? Le plus simple, c'est de faire un peu un historique de ce qui s'est passé depuis une centaine d'années sur la dette publique. Et même, on pourrait même remonter beaucoup plus loin. En fait, on s'aperçoit que la dette publique augmente au moment des conflits. On achète des canons qu'on paye plus tard. Ça, c'est une situation qui est documentée depuis très longtemps. Aristote en parlait dans les économies. Et globalement, on a cette dette qui monte au moment du conflit. Et puis, quand le conflit s'arrête, le ratio dette publique sur PIB diminue parce qu'il y a de la reprise de l'économie, parce que les besoins des gouvernements sont moindres et on a une situation qui se stabilise. La particularité de la période actuelle, qui démarre entre 1975 et 1980, c'est que depuis cette date, dans les pays développés notamment, on a une augmentation de la dette sans conflit. C'est ça la nouveauté et les années récentes ne départent pas de cette situation. On pourrait tracer, si on regarde la dette publique en France, on peut tracer quasiment une droite entre le point bas de 1975 et les chiffres qu'on a déjà pour 2025. On a une progression significative. C'est cette question qui est posée aujourd'hui. C'est pas de dire il y a de la dette parce qu'il y a un conflit. C'est comment le modèle a-t-il fonctionné pour que, en temps de paix, cela génère de la dette. Concrètement, quel impact cette hausse de la dette publique mondiale a-t-elle ou pourrait-elle avoir sur la stabilité économique globale? Quel scénario devrions-nous envisager si cette tendance se poursuit? Ça pose pas mal de questions. Quand la dette publique augmente pour un pays, par exemple, ça réduit potentiellement ses marges de manœuvre s'il y avait un choc. Imaginons par exemple le cas de la France. Est-ce qu'on serait capable d'avoir la même stratégie que celle adoptée en 2020 au moment du Covid si maintenant on avait à nouveau un choc du type pandémie? C'est cette question qui est majeure. L'autre question importante, c'est qu'on observe que la croissance n'est pas spectaculairement élevée aujourd'hui, notamment dans les pays occidentaux. Et donc, on a une capacité à réduire le ratio dette publique sur PIB qui est beaucoup plus faible. On le voit en Europe de façon très claire. Et troisième point, le nombre de pays qui ont recours à la dette, c'est un des éléments majeurs du rapport du FMI sur les finances publiques. Le nombre de pays qui ont recours à la dette augmente, mais tous n'ont pas le même risque. Et donc, on voit bien que ça peut générer, du côté des investisseurs, une perception assez différenciée des différents pays. Et donc, aujourd'hui, à court terme, tout le monde réussit à se financer. Est-ce que ce sera toujours le cas? C'est une question majeure qui est posée, notamment par le FMI, mais par l'ensemble des économistes. En considérant les dynamiques actuelles, quelles sont les causes sous-jacentes de cette explosion de la dette? Est-ce uniquement le signe d'un changement de modèle économique, de problèmes de productivité handicapants, ou reflète-t-elle également l'incapacité des économies vieillissantes, notamment en Europe, à s'adapter à de nouvelles réalités? Quid de la France notamment? Alors il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons structurelles. J'évoquais la tendance depuis 1975-80 dans les économies occidentales. Et ça traduit, et on le voit là très clairement dans le cas français, une divergence entre le modèle social, les besoins du modèle social, qui sont généralement importants, et la capacité de l'économie à produire des revenus suffisants. En d'autres termes, le modèle social a besoin d'un taux de croissance supérieur à ce que peut produire l'économie. C'est ça la dérive tendancielle de la dette publique. Pour la France, c'est très clair. Pour les États-Unis, c'est clair aussi. À court terme, quelle est la raison pour laquelle on s'interroge tous? La première, c'est qu'on a eu un choc au moment de la pandémie, duquel on ne s'est pas complètement remis. Donc ça a augmenté le niveau d'endettement des finances publiques. Le deuxième point est que
aujourd'hui, on s'aperçoit que les économies, les gouvernements ont beaucoup de choses à financer aujourd'hui et dans le futur, que ce soit lié au vieillissement de la population, que ce soit lié aux dépenses à faire sur la transition énergétique, que ce soit des dépenses sur des dépenses militaires. On voit bien cette question en Europe. Tous ces éléments vont alimenter la dette dans le futur. Et c'est ça une des questions qui est posée aujourd'hui. Et puis, il y a un autre point, c'est que les gouvernements, depuis la pandémie, ont considéré que les décisions devaient être plus locales, faire moins attention, ne pas considérer plutôt que l'ajustement global permettra d'améliorer la situation. Chacun considère qu'il est maître de ce qu'il peut faire, et on le voit aux États-Unis, par exemple sur l'Inflation Reduction Act, venez produire chez moi, je suis prêt à vous subventionner. Les tarifs douaniers sont de la même philosophie, venez chez moi. Et donc on a une situation où les gouvernements sont prêts à mettre des moyens considérables pour améliorer leur situation. Et donc on a cet environnement. Et globalement, les gains de productivité ne sont pas très forts. La croissance n'est pas très forte. Donc on n'a pas cette situation où la croissance réaccélère très vivement et ne nécessite plus de dette supplémentaire. La dette supplémentaire aujourd'hui, eh bien, c'est pour essayer de continuer dans la même tendance de bien-être économique, parce que la croissance n'est pas suffisante. Finalement, la montée de la dette publique n'est-elle pas aussi une manifestation d'une lutte pour le leadership économique entre grandes puissances ? C'est une vraie question. Alors, on voit bien la Chine qui augmente sa dette publique, on voit bien les États-Unis qui le font. Et on conçoit bien que chacun essaye de tirer la couverture à lui en disant je vais faire un peu plus de dette, ça va me permettre d'investir, mais ça me donnera le leadership mondial demain. On voit bien cette question entre les deux grands que sont les États-Unis et la Chine. L'Europe est dans une situation un peu différente. L'Europe, elle est dans une configuration où sa dette augmente par manque de croissance. Et ça, c'est une autre façon de faire. On ne joue pas exactement avec les mêmes règles selon qu'on est États-Unis, Chine ou Europe. Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau aussi. Et si l'on se penche sur le sujet du financement de cette dette, justement, quels sont les nouveaux défis et opportunités qui se présentent à nous ? Comment l'émergence des stablecoins et autres innovations financières pourrait-elle changer la donne, par exemple ? Ça, c'est une vraie question. Si tout le monde se met à s'endetter, il va falloir trouver les épargnants pour payer, pour acheter cette dette. Alors, on peut imaginer que les banques centrales se mettent à faire ce qu'on a appelé le quantitative easing, acheter de la dette. Mais cette situation est forcément instable à moyen terme. On ne peut pas considérer que le rôle des banques centrales est d'acheter de la dette. Ça peut être temporaire, mais pas plus. Après, l'autre question, c'est effectivement quels sont les instruments qui vont être utilisés. Alors, on a les instruments habituels de dette publique, etc. Mais on voit bien que les États-Unis ont un peu d'avance sur cette question avec les stablecoins. Les stablecoins, c'est quoi ? C'est de dire, moi, entreprise quelconque, j'ai la capacité, en achetant de la dette publique américaine, d'émettre des jetons dont la valeur est équivalente à $1. Et je vais faire de telle sorte que ces jetons se diffusent dans le monde entier. Ça donne un avantage considérable aux États-Unis, sachant que ni les Chinois ni les Européens veulent rentrer dans cette dynamique. Alors ça ne veut pas dire que les stablecoins sont la solution absolue. Il y a un risque fort sur ce type d'actifs parce que tant que tout va bien, tant que l'entreprise qui émet va bien, tout va bien. Après, s'il y a des difficultés, ça peut être un petit peu compliqué. Si l'entreprise est en difficulté, quelle sera la garantie associée à ces jetons qui auront été émis? Donc on voit bien la problématique. Les États-Unis se disent, moi je vais avoir de la dette. Aux États-Unis, la dette détenue par le public est considérée comme passant de 100% en 2025 à 150% en 2050. Donc c'est
projection du Congressional Budget Office. C'est-à-dire que ça va augmenter très vite. Alors les Américains, par le biais de leurs institutions, pourront en acheter, mais l'idée c'est de faire payer tout le monde et de diffuser cette dette par le biais des stablecoins, qu'on retrouve ça dans des portefeuilles au Japon, en Europe, etc. La seule problématique ici, rappelons-nous, il y a presque une vingtaine d'années, on avait des actifs qui étaient distribués comme ça un peu partout dans le monde, et ça s'est traduit par une crise terrible. Donc attention à ce mode de financement, et c'est une des raisons pour lesquelles la BCE ne veut pas rentrer dans cette logique. Mais on voit bien qu'il y a une espèce de course de vitesse que les Américains sont en train sur lesquels les Américains prennent l'avantage immédiatement. Est-ce qu'ils le conserveront? Ça, c'est une question qui sera importante dans les années qui viennent. Pour conclure, quels ajustements stratégiques devrions-nous envisager dans nos modèles économiques et sociaux pour stabiliser la dette publique à long terme? Quel message essentiel devrions-nous transmettre aux décideurs et investisseurs dans ce contexte? Il y a plusieurs problèmes qui sont posés. Si tout le monde émet de la dette, les risques portés par cette dette aux États-Unis, en France, en Afrique du Sud, en Inde ou ailleurs ne sont pas les mêmes. Donc au fur et à mesure de l'augmentation de la dette, la perception par les investisseurs du risque va être très importante. Et donc on va rentrer dans une logique beaucoup plus inégalitaire. C'est-à-dire que quand la dette publique est très faible, tout le monde peut émettre. Quand la dette publique devient très importante, et tu parlais de 100% du PIB mondial en 2029, ce sont des chiffres qu'on a vus par le passé au moment des guerres, mais on n'est pas en guerre justement. Et donc là, les investisseurs vont discriminer. Et donc la conséquence, c'est des inégalités très fortes entre les divers pays, premier point. Deuxième point, on risque d'avoir des ajustements brutaux, parce que des pays ne pourront plus être financés dans de bonnes conditions. Et donc, ça veut dire que les États doivent commencer à s'y préparer en ajustant leurs dépenses. Parce que là, il y a une vraie question qui est posée. On a des dépenses qui augmentent très vite, mais on le voit très clairement en Europe, et une croissance qui est très réduite. Avec des taux d'intérêt élevés, on est dans une logique où la dette s'alimente elle-même, si je puis dire. Et donc on a un vrai problème de soutenabilité qui est posé et qui nécessite de faire des ajustements sur les dépenses. Et donc on rentre dans une logique où les modèles sociaux vont probablement être interrogés. Est-ce que le modèle social peut continuer de la sorte? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que la croissance réaccélère? Est-ce qu'on doit, et c'est le cas en Europe, investir massivement pour que la productivité, pour que la croissance s'améliore de façon significative? C'est le message de Mario Draghi dans ses différentes interventions, mais c'est un message pertinent. C'est-à-dire que d'un seul coup, il faut qu'on ait la capacité de se réapproprier la trajectoire de nos propres économies. Et ça, il faut qu'on le fasse via l'investissement, via les innovations, pour qu'on retrouve un environnement plus confortable. On ne peut pas faire l'hypothèse que dans les années qui viennent, notre croissance ne dépende que de notre capacité à nous endetter. Il faut qu'on réfléchisse au modèle, et en Europe, cette question est clairement posée. Et en France, encore davantage, on voit bien les discussions budgétaires qu'il y a en ce moment, la dette publique et la variable d'ajustement à la hausse. Et ça, c'est difficilement soutenable à moyen terme. Merci Philippe. Merci Clément. Et à bientôt pour de nouveaux décryptages par Ostrom Asset Management.